Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette émission. Sur la brèche reçoit aujourd'hui le Razak Naba Belemwende de Boudri. À l'état civil, il s'appelle Thomas Baramsari. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes également un homme politique, président d'honneur de l'OPABF, ancien maire de la commune de Kindi, président de l'association des anciens maires et élus locaux du Burkina Faso, ancien secrétaire général de l'association des municipalités du Burkina, ancien conseiller au Conseil économique et social. Et je m'arrête là pour la présentation parce qu'il y a d'autres volets vous concernant. Finalement, quelle est votre occupation principale au quotidien? Je vous remercie. Je dois dire qu'aujourd'hui, je suis, si tu veux, en tout cas à la retraite. Je suis un opérateur économique, mais puisque l'opérateur économique n'est jamais totalement à la retraite, je fais en tout cas un peu de la consultation pour le moment. Dans quel domaine? Dans le domaine surtout des travaux publics, parce que c'est ça qui est également aussi un peu... j'allais dire ma spécialité, mais je fais également aussi, maintenant je suis rentré un peu dans l'agro-business, où je suis en train d'expérimenter une ferme, qui peut être une ferme école. De formation, vous êtes un technicien supérieur en génie rural et conducteur des travaux à l'ONBA à l'époque, c'était au ministère de l'eau. Et en quoi consistait exactement votre travail? Le conducteur de travaux, c'est comme un chef de chantier, c'est-à-dire le technicien supérieur qui est à sa responsabilité la conduite des travaux, par exemple, soit d'une route. Et beaucoup m'ont dit, c'est-à-dire mes responsables directs, que ce soit les directeurs des travaux, que ce soit les directeurs des études, ils m'ont dit, vous avez un caractère Naba, nous pensons que vous pouviez mieux vous affirmer dans le privé. Et c'est comme ça que j'ai dit, à un certain moment donné, vu que j'étais également aussi un militant de première heure au niveau donc de l'ONBA, où notre syndicat c'était le SITBA, mais avant le SITBA c'était le STOV, syndicat des travailleurs et ouvriers voltaïques en son temps, qui a été donc avec le changement donc de nom du pays. Et puis nous avions eu pas mal, j'allais dire en tout cas, de contradictions au niveau du STOV. On a fini par créer le SITBA. Et par la suite également aussi la Confédération Générale du Travail du Burkina, la CGTB, où je suis membre fondateur, je peux le dire. Et en tant que syndicaliste, on ne nous aimait pas finalement beaucoup dans l'administration. Je suis en train d'ailleurs de vouloir le mettre dans un bouquet pour un peu expliquer d'où je viens et où je suis et où je compte y aller. Alors, Razak Naba Belemwende est ressortissant de Kindi dans le Boulkiemde, intronisé chef coutumier dans le canton de Boudri dans le Ganzourou. Comment cela a-t-il été possible? Je dois dire que j'ai eu à avoir finalement en tout cas des amitiés de longue durée avec le commandant Michel qui était de Boudri. Moi, je ne savais même pas que le fait de... J'étais encore un peu plus jeune, mais je l'accompagnais tout le temps au cours donc, des cérémonies et tout ça. Mais après, on s'est perdu un peu de vue, jusqu'à ce que, avec des amis, et également aussi avec le chef de Zorgo, que je connais très bien, j'ai participé plusieurs fois donc, à la fête traditionnelle du chef de canton de Boudri, aussi bien à Zorgo qu'à Boudri. Et au fur et à mesure qu'on avançait, je ne sais pas si c'était prédestiné ou pas, mais en tout cas, on m'a estimé à un certain moment donné que compte tenu de ce qu'ils me voient et de ce que je peux apporter, en tout cas dans la cohésion de ce que je fais pour eux également aussi au niveau donc, de son canton et tout ça, ils pensent que si je peux être un serviteur à côté. Quel est votre rôle justement, le rôle du Razak Naba au niveau du canton de Boudri? Mais quand on dit Razak Naba, ça veut dire que tu dois être toujours à côté du chef. J'ai aimé ça parce que si vous êtes à côté du chef, beaucoup de gens peuvent se dire, ah tiens, si je veux peut-être m'approcher du chef, en s'approchant finalement de son Razak, certainement qu'il va avoir de... Et puis souvent aussi, le fait même de se valoriser
s'approcher et pouvoir parler, et que le chef soit à l'écoute finalement de son rasin, me donne également aussi un autre crédit, que je ne peux pas probablement quantifier, mais qui est en tout cas là parce que c'est toute une noblesse. Dans le temps, souvent on peut donner la femme à ton ami. Mais je pense que ça là c'est au-delà même. Parce qu'on m'a vraiment honoré et c'était vraiment une reconnaissance. Et qu'aujourd'hui encore, je suis toujours reconnaissant en tout cas pour ce qu'ils ont fait. Mais au-delà du chef du canton de Boudry, est-ce que les populations, disons, ces sujets vous ont accepté, vu que vous n'êtes pas ressortissant de la localité? Oui, vous êtes bien intégré? Je dois dire que je suis très bien intégré et que moi aussi, en me donnant ça, il y a un certain nombre de conseils. Et deuxièmement, il y a un certain nombre de préalables et de respect, j'allais dire en tout cas, des conditions pour pouvoir exercer finalement, ou en tout cas être à cette noblesse. C'est donc dire qu'il y a des choses, il y a certaines valeurs, voilà par exemple, que je dois m'inculquer et que je me dois de les prendre à moi pour que je puisse plutôt être un vrai vecteur des vraies valeurs que le chef, par exemple, en m'intronisant, m'a recommandé fortement pour dire il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Je prends le cas, je le dis toujours, qu'en m'intronisant, il m'a dit la seule chose que je ne voudrais pas entendre, c'est que il ne faut pas salir le bonnet. Et ne pas salir le bonnet ne veut pas dire laisser tomber le bonnet à terre et puis tu prends. Non. Je pense que ne pas salir, c'est avoir finalement respecté les valeurs et faire en sorte que tout ce que est prescrit au niveau donc de la chefferie traditionnelle, je me dois de respecter et d'en être finalement en tout cas un modèle. On va parler de cet aspect dans cet entretien, mais en attendant, Razak Naba, est-ce que ce bonnet que vous avez pris à Boudry a la même valeur lorsque vous vous retrouvez au niveau de votre localité d'origine? Alors, c'est une belle question. Moi, je suis, j'allais dire, un enfant du canton de l'Allée. Et l'Allée, c'est de Pabré jusqu'à Kion. Comprenez que c'est vraiment un canton assez grand. Et lorsque j'ai été donc honoré et intronisé, je me suis rendu à l'Allée, au niveau donc du chef de canton, pour aller expliquer, pour dire, vous avez votre fils qui est sorti, qui est allé travailler quelque part, et il a eu finalement en tout cas une récompense, en tout cas on l'a honoré vraiment de quelque chose de, j'allais dire vraiment de tout particulier, parce qu'il s'agit finalement du bonnet qu'on m'a donné. Et j'ai expliqué tout l'ensemble des contours. Et j'ai dit, je suis votre enfant, si je vais en aventure, je gagne une femme, je gagne beaucoup d'argent, je vais revenir forcément dans mon canton. Et lorsque je suis allé leur dire, ils ont dit qu'ils étaient très très contents, et que c'est ça même qui va apporter encore davantage, beaucoup plus de cohésion. Et qu'eux aussi, ils m'ont donné le conseil d'être finalement, en tout cas, une référence et d'être effectivement quelqu'un qui va prôner donc ces différentes valeurs pour que ce soit très bien. On entend souvent parler de chef coutumier et de chef traditionnel. Est-ce qu'il y a une nuance à faire? Oui, il y a une nuance. La nuance, c'est quoi? Moi, je suis un chef traditionnel, mais je ne suis pas un chef coutumier. Et le chef coutumier, si vous voulez, la coutume, c'est comme une religion. C'est eux qui sont les gardiens des us et coutumes, les gardiens de la terre, les gardiens de l'ensemble donc des ancêtres. Par contre, le chef traditionnel, c'est comme le politique, quoi. Vous voyez, il y a par exemple le chef traditionnel, lui, ce sont les questions de la population, des sujets qui sont là. Vous avez toujours besoin d'un responsable. Et ce responsable, même y compris le chef le chef coutumier, il devient même le chef de tout le monde. Mais quand il s'agit de faire les coutumes, quand il s'agit de parler par exemple de la terre et tout ça, c'est carrément au chef coutumier. Mais ils ont un point commun, c'est qu'ils portent tous les bonnets. Ils portent tous les bonnets et souvent même, il y a beaucoup de chefs
chef coutumier qui ne porte pas de bonnet. Chef coutumier ou chef traditionnel, est-ce qu'on peut dire que véritablement ils sont encore aujourd'hui des vrais garants des traditions? Ah oui, plus que jamais encore, je dirais. Lorsque je n'étais pas intronisé, je n'étais pas chef, je me posais finalement la même question que vous. Mais lorsque je suis devenu chef, il y a un certain nombre de réalités. Il y a un certain nombre de valeurs que vous incarnez et qui ne peut pas finir. Et si vous laissez ça finir, ça veut dire en réalité, vous avez tout tué. Donc aujourd'hui, plus que jamais, s'il y a encore même, j'allais dire dans notre situation actuelle, nous avons en tout cas toujours la possibilité donc de rebondir. C'est justement parce que il y a encore cette capacité au niveau donc des chefs traditionnels et coutumiers de pouvoir mobiliser et qui sont les véritables, ils sont beaucoup plus légitimes. Vous avez vu même si le pouvoir moderne, lorsqu'il y a des petits problèmes, ils vont où? Ils vont vers là pour finalement en tout cas trouver refuge, mieux trouver en tout cas solution aux différents problèmes et sinon différentes crises qui s'opposent quelquefois. Alors, des chefs coutumiers garants des traditions, mais est-ce que certains ne pêchent pas un peu à travers leur comportement qui ne sont pas, j'allais dire, dignes d'un chef coutumier? Vous savez de quoi je parle? Oui, c'est juste ce que vous dites. Ce que vous dites est juste et c'est comme on dit, alors, c'est... Moi, par exemple, je suis venu, lorsque j'ai été intronisé, que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris et que je cherche toujours à apprendre et à comprendre. En effet, vous n'êtes pas sans oublier que à cause de la question, j'allais dire politicienne, on est arrivé finalement à désarticuler, en tout cas, la chefferie traditionnelle. Le premier d'ailleurs, c'est d'ailleurs Maurice Yamoyo, qui est d'ailleurs un parent parce que moi, il vient de Boulkembe comme moi. Mais je dois le dire parce que ça, ce sont des faits. Et il a commencé par dire quoi? Il ne faut plus introniser. Si vous allez introniser, il faut que ce soit directement par voie référendaire ou je ne sais pas moi, un truc comme ça. Il faut voter. Deuxièmement, il ne faut même pas porter le bonnet. Troisièmement, les attributs et les différentes fonctions que jouaient les chefs traditionnels à un certain moment donné, on les a tous dégommés. Et à la limite même, on leur demandait de vous tenir tranquille. Sinon, beaucoup de choses vont vous arriver. Donc, il y a tout ça qui a contribué finalement à affaiblir, j'allais dire, au niveau donc, de la chefferie traditionnelle. Mais pire, ce que vous avez posé donc comme problème, c'est justement lié à la politique politicienne. Vous savez, le politicien, quand on parle d'élection, c'est toujours vers le chef traditionnel, coutumier et autres, qu'il court. Mais est-ce que le chef traditionnel est obligé de le recevoir et d'écouter ce qu'il veut? Le chef traditionnel est obligé de recevoir tout le monde. Oui, mais il n'est pas obligé d'accepter les propositions du politicien. C'est vrai. Mais dans le temps, quand il y a le chef, quand vous venez, on dit toujours qu'on vient pas sur le chef les mains vides. Aujourd'hui, ce n'est même pas les mains vides. Ils viennent et les mains vides et les poches vides. Et le sac même vide. Et ils veulent tout remplir, ou en tout cas trouver, en tout cas, comment dirais-je, ils veulent que le chef fasse tout, à la limite maintenant pour eux. Alors, donc, si on approvie finalement le chef, on le sort d'un certain nombre donc, de prérogatives qu'il avait et qu'il n'a plus. On l'a complètement mis de côté. Sauf que, bien sûr, quand il y a un problème, il court rapidement pour trouver finalement refuge, en tout cas chez le chef. Ils ont politisé, et vous savez très bien qu'au niveau de la chefferie traditionnelle, il y a des rites et il y a des procédures pour des nominations. Le politicien est arrivé, il a voulu mettre tout ça de côté. Et il a même fait mettre ça de côté. Donc, même si tu es un chef fort, et à un certain moment donné, le politicien, quand il arrive, il cherche à vous faire la cour et il court après vous. Donc, c'est eux-mêmes qui ont commencé par faire désagréger, finalement, en tout cas, j'allais dire, le pouvoir traditionnel. Vous savez, les gens, à un certain moment donné, sont résilients. Hein. Si on trouve que on te coince de l'autre côté,
toi aussi tu essaies donc de faire en sorte pour contourner et pour être toujours soi-même. Donc, si vous avez remarqué, il y a des chefs traditionnels qui sont avec j'allais dire le pouvoir en place, notamment si on parle donc de régime démocratique où qu'il soit d'ailleurs. Et il y a également aussi au niveau de l'opposition d'autres qui sont avec l'opposition. Et pourquoi? Et à partir de là, que amènent maintenant les différentes divisions au niveau donc des villages. Mais chef, en dehors même de l'impact du politique sur la vie des chefs coutumiers, et je voudrais un peu avoir votre avis sur des comportements que j'allais qualifier de personnels. Par exemple, des chefs coutumiers qui se retrouvent dans des débits de boissons. On a vu même des chefs coutumiers dans des boîtes de nuit. Est-ce que c'est pas choquant? Bon, normalement, je pense que si un chef traditionnel se retrouve dedans, ce n'est pas normal. Il doit d'abord se débarrasser, j'allais dire en tout cas, de ses attributs de chef. Souvent, parce que, ils le font, oui. Vous voulez dire que s'il n'a pas porté le bonnet, il a le droit d'aller en boîte de nuit et de danser comme tout le monde. Hein? Mais enfin, je me dis qu'il faut quand même que le chef n'est pas en dehors de la société. Et de plus en plus, beaucoup de chefs sont venus comme eux-mêmes. Il y a des chefs, comme je vous ai dit, qui sont suscités par... comment vous appelez encore, pas des politiciens. Et ces gens-là, ils n'ont pas reçu, j'allais dire en tout cas, les mêmes conseils, ils n'ont pas les mêmes regards que celui qui est venu de façon naturelle avec les procédures donc, de la sécurité traditionnelle. Est-ce que le Razana va en boîte? Et de temps en temps quand même. En bon? Non, je ne le cache pas. Je suis honnête parce que si je dis ici, sur votre plateau que je ne vais pas, et puis demain on va me sortir parce que maintenant c'est devenu... comment vous appelez ça, le mode Facebook. C'est quel message que vous voulez faire passer en allant en boîte de nuit? Est-ce que la boîte en tant que telle est une forme de nuisance particulière? Non, mais c'est quand même un endroit de loisir et il y a souvent des comportements, j'allais dire, excessifs qu'on peut retrouver dans ces endroits. Mais justement, c'est le chef, s'il est chef et il va en boîte, c'est pour écouter la musique, c'est pour se distraire. De mon point de vue, je ne défends pas. Mais parce que je me dis que si vous allez là-bas, pour continuer parce que quelquefois aussi, il faut connaître même, j'allais dire, quelques mœurs qui sont totalement différents et qui doivent être même bannis. Non, vous pouvez envoyer des gens pour le faire. Mais c'est mieux que ce soit toi-même qui regarde, quelquefois. Ou bien, je vous comprends. Je pense qu'il ne faut pas faire de l'exagération, mais il faut être un chef responsable. Par exemple, le Moro Naba interdit effectivement que les gens, faut pas aller, si vous allez en boîte, vous buvez, vous faites des choses qui sont très graves. Aujourd'hui, je pense que il y a des décisions qui sont prises sur certains de ces chefs. Hein. Quand vous arrivez et vous faites trop excessivement, eh bien, si ça arrive en tout cas au niveau donc j'allais dire en tout cas de la hiérarchie, on peut effectivement vous décoiffer. Mais aujourd'hui, est-ce que tous ceux qu'on voit porter le bonnet des chefs traditionnels le sont effectivement? Normalement, si tu portes le bonnet traditionnel, c'est que tu es un chef parce que tu as déjà été honoré ou en tout cas intronisé par un chef selon une certaine procédure. Mais il y en a également aussi, ça je ne le... Parce que il faut casser ce tabou pour que nous puissions revenir véritablement à nos valeurs. Il y a des chefs qui ne sont pas des chefs. Et comme je le dis, ils sont tout simplement soutenus par le politique. Ils ont une vie sociale assez correcte. Ben, ils s'achètent leur bonnet et puis ils le portent. Et petit à petit, ils se font appeler chefs. Mais est-ce qu'en ce moment, les chefs traditionnels, les véritables chefs n'ont pas leur mot à dire pour dénoncer ce genre de situation? Ils ont leur mot à dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans un régime, dans un pouvoir moderne, où on dit que tout le monde est libre, c'est un citoyen. Le pouvoir moderne parle du citoyen. Il ne parle pas que lui là, il est chef, c'est ceci, c'est cela. Autre sujet qui anime les débats lorsqu'on parle des têtes couronnées, c'est la question de leur participation à la vie politique. Alors, ancien maire de Kindi, vous êtes toujours présenté comme un politique et non un politicien. Tout à fait. Pourquoi? Parce que
je l'ai toujours dit, le politicien, de mon point de vue, c'est quelqu'un qui est capable de vendre sa maman. Et pourtant, vous avez été maire de Kindi. Mais je suis un politique, je ne suis pas un politicien. Un politicien n'a pas une parole donnée. Alors que le politique, il doit avoir une parole donnée. Il doit faire en sorte qu'il soit également aussi un exemple. Parce que c'est en étant un exemple qu'on donne l'exemple. Alors que quand vous prenez finalement, en tout cas, moi quand je vous prends, par exemple, je prends un homme comme Thomas Sankara. Voilà un politique. À tous les niveaux, il montre l'exemple. Dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, dans sa vie politique, dans sa vie publique, il montre toujours qu'il est une référence. Et c'est ça que nous devons être. Alors ici, on devrait faire une balance au niveau du Burkina. Nous avons plus de politiques ou de politiciens, de votre avis? Nous avons malheureusement plus de politiciens. C'est pourquoi d'ailleurs, on n'est même pas stable. Parce que si on était stable, rien ne... Il y a combien de partis politiques au Burkina? 260. Vous pensez que vous avez 260 projets de société pour ce Burkina? Je ne suis pas sûr. Mais la création des partis politiques est libre au niveau du Burkina. C'est la loi qui le permet. Tout à fait. Et si la loi le permet, la loi également aussi devrait pouvoir permettre que quand vous dites que vous avez un parti politique, il y a un minimum qu'il faut avoir. Il y a des partis politiques dans la sacoche. Est-ce que ça, c'est un parti politique? Mais c'est ce que nous regardons. Et les grands, et il y a même d'autres partis politiques, j'allais dire, qui sont responsables finalement donc, de la gestion du pays, qui créent, ou du moins qui suscitent la création, tout en sachant finalement que ces partis qui sont là, ce sont leurs appendices. Parce qu'ils le font pour les besoins de la cause. Ils ne le font pas par conviction, ils le font tout simplement parce qu'ici, il s'agit de tout faire, parce que il n'y a pas de, comme ils disent en politique, ils n'ont pas de, il n'y a pas de mœurs, il n'y a pas de règles. Le problème, c'est pouvoir s'acquérir finalement du pouvoir d'État. C'est tout ce qu'ils veulent. Comment vous avez fait pour être élu maire de Kindi si vous avez utilisé des méthodes autres que celles des politiciens? J'ai utilisé des méthodes autres que celles des politiciens. Pourquoi? C'est la vérité. Je dois dire que je ne suis pas... personne ne peut dire qu'il a tout simplement en lui seul la vérité. Mais il y a des choses, comme je le dis, ce sont des faits. Ce sont des actes qu'on pose. C'est ça qui qualifie la valeur intrinsèque d'un homme ou pas. Et moi, quand j'allais finalement au-devant de mes populations pour dire que je viens pour qu'on puisse ensemble essayer de travailler pour développer notre commune, notre village, je vais et je les explique ce en quoi eux, ils doivent apporter et ce que moi, je dois apporter. Vous n'avez pas sorti de l'argent pour cela? En son temps, 97 et bien d'autres, avec 250 000, 300 000 francs maximum, je faisais la campagne. Aujourd'hui, il faut mettre 30 millions, voire 50 millions pour être élu maire. C'est la corruption électorale. Et la corruption qui a introduit la corruption finalement dans notre système. Parce que nous avons vu ici comment dirais-je, c'était en quelle année où on a fait ballottage avec la misère. C'était sur la base de l'intégrité. Ce n'est pas sur la base d'achat de conscience. Voilà. Donc c'est donc dit finalement qu'aujourd'hui, si vous vous levez pour être un député, il y a des gens qui vont prendre même 50 millions, 60 millions, 70 millions pour aller chercher le poste de députation. Et je me demande, pendant ce temps-là, les 5 ans-là, est-ce que tu es sûr que tu peux récupérer finalement ces 60 millions? Moi, je n'ai jamais été député. Je suis allé 2 fois ou 3 fois. Je n'ai pas eu. Pas parce que les gens ne voulaient pas de moi, mais parce que je n'étais même pas capable finalement d'être sur la liste. Et cette fois-ci, quand j'ai été au niveau de la liste, ils sont venus avec beaucoup d'argent. J'ai dit, moi, je ne fais pas la campagne avec de l'argent. Et ceux qui m'écoutent savent que c'est ce que j'ai dit dans ma région. C'est pour cela que vous n'avez pas été élu. Je n'ai pas été élu, mais je constate que c'est eux qui sont tout simplement des députés au rabais. La preuve est qu'ils n'ont même pas terminé finalement leur mandat. Alors, et par rapport à cette question, finalement, quelle réforme faut-il peut-être profiter de cette période de transition pour faire au niveau sur la question des partis politiques? Je pense qu'il faut véritablement faire une véritable refonte. En quoi faisant? En s'asseyant et en acceptant un temps soit peu de regarder
derrière et de voir en fait qu'ensemble, si on doit continuer à dire il faut aller aux élections, oui, il faut aller aux élections, c'est vrai, parce qu'à un certain moment donné, il faut aller aux élections. Mais avant d'aller aux élections, mettez-nous, on s'entend et on met des balises. Il faut que les partis politiques, avec les tenants du pouvoir, puissent s'asseoir, discuter avec une feuille de route. Bon, la feuille de route également aussi peut être élaborée par les tenants du pouvoir, et puis appeler les uns et les autres, dire voilà ce que nous pensons. Vous qui êtes politique, qu'est-ce que vous en pensez? Et ils vont s'asseoir vraiment en frères et sœurs, et ils vont discuter pour le bien du pays. Et pour le bien du pays, ils vont décider s'ils veulent qu'il y ait autant de partis. Il n'y a aucun problème. Mais seulement, il va falloir mettre maintenant des balises. Pour tout parti, tu es libre de créer ton parti, mais vous n'êtes pas libre de venir compétir parce qu'on va mettre des règles. Ça peut être quoi ces règles? Eh bien, ces règles, ça, vous voyez, à l'heure actuelle, là, il suffit d'avoir finalement ton récépissé de parti et tu te lances finalement. Et quand on veut, par exemple, financer les partis politiques, parce que moi je suis d'accord, qu'on finance les partis politiques, mais sur des règles très claires. Il faut montrer que tu es un parti. Il faut avoir ton siège. Il faut avoir le personnel administratif qui est là. Et puis deuxièmement, il faut que au cours d'une élection, vous puissiez avoir un certain nombre, soit de conseillers municipaux, de députés, qui montrent effectivement que vous participez à l'animation politique donc, du pays, qui payent finalement en tout cas leurs impôts. Il ne faut pas que quelqu'un vienne pour dire je vais être un député et puis il ne peut même pas payer, ou alors il a des crédits d'impôts qui ne quittent pas. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire, on ne pourra pas tout dire ici. Mais avant d'aborder les questions d'actualité, très rapidement sur la question du statut des chefs coutumiers. Oui, au niveau donc, des chefs coutumiers, je pense que le statut, c'est important pour nous. Parce que vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus dire que les chefs traditionnels sont des analphabètes au carré. Vous savez très bien qu'il y a des docteurs, il y a des journalistes, il y a plein. Nous avons des littéraires, nous avons vraiment des savants qui sont des chefs traditionnels aujourd'hui. Vous prenez par exemple une bibliothèque comme Maître Passeré. Ce n'est pas l'expérience qui manque et ce n'est pas les capacités réflexives non plus qui manquent pour que nous puissions asseoir quelque chose de fondamental, notamment en termes donc et pour aider surtout les grands chefs, les dimas, de pouvoir contrôler pour qu'il n'y ait plus en tout cas cette exagération ou cette multiplication finalement de bonnets et qui se retrouvent finalement à aller dans les boîtes comme vous le dites. C'est pas moi qui le dis, vous-même vous l'avez reconnu. Sans un minimum en tout cas de tenue. De toute façon, sur la question, on ne pouvait pas s'attendre à une réaction contraire venant d'un chef coutumier. Pas parce que tout simplement je suis chef, mais je le dis parce que ce pays aussi a trop souvent souffert du mensonge d'État, du mensonge de manière globale par les responsables. Il faut que nous apprenions à faire la politique autrement et avoir des comportements autrement. Alors, en attendant, nous sommes dans un contexte où la priorité, c'est la reconquête du territoire. Est-ce que, selon vous, les chefs traditionnels et coutumiers sont suffisamment engagés dans cette lutte? Lorsque le président Ibrahim est venu, j'ai eu l'occasion de pouvoir le rencontrer. Nous n'avons certainement pas échangé, je n'ai pas eu la parole ce jour. Mais ce jour, quand j'allais, j'ai écrit ce que je voulais, une lettre, que j'ai mis l'ensemble des propositions, pour lequel, si je n'arrive pas à avoir finalement la parole, parce que quand il rencontrait finalement les OSC, j'étais là, mais on n'a pas pu avoir finalement en tout cas la parole, parce que tout le monde voulait la parole. Et on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Et ce n'est pas moi non plus, chef, qui va aller me battre pour prendre un micro, comme j'en ai vu finalement ce qui s'est passé là-bas. Mais j'ai eu le soin de lui adresser une lettre. Et dans cette lettre, j'ai fait le point de ce que je pense pouvoir également aussi être, j'allais dire en tout cas, des conseils et des points de vue pour qu'il puisse prendre. Je ne lui dis pas de suivre. Moi, ce n'est pas moi qui lui ai permis d'être chef d'État, mais je lui donne ça
Ça lui permet souvent de temps en temps de regarder, et c'est assez pluriel, et qui permet de voir finalement ce qui est intéressant, qui prennent, si ça peut en tout cas arranger le pays. Mais en attendant, est-ce que les chefs traditionnels et coutumiers sont engagés dans cette bataille ou pas? Les gens sont engagés à fond. Parce qu'il n'y a pas ce chef traditionnel qui ne voudra pas, qui voudrait être chassé de son village. Quand par exemple, moi je connais par exemple Dablo, je connais Kelgo, je connais Barsalgo, je connais Tamasgo, je connais Gibo, Fili, et bien un peu, si tu veux, le Sahel et le Nord. Moi, je connais parce que dans mes activités au niveau de l'ONBA, il m'est arrivé à faire donc des ouvrages là-bas. Et je savais, en 79, quand j'étais à Dablo, par exemple, et ce que la tradition était vraiment ancrée. Et aujourd'hui, quand on vient me dire que les chefs ont fui et personne n'est finalement dans le village, ça m'a étonné. Et j'ai cherché parce que j'ai vu également aussi, quand j'étais là-bas en 79, j'ai pu connaître également aussi des jeunes qui étaient au CE2, au CM1 et qui aujourd'hui avaient même été les premiers maires ou en tout cas un certain nombre de responsables que je connais maintenant. Je les ai appelés parce qu'ils étaient même les fils ou les petits-fils des chefs et certains leaders et même, j'allais dire, qui étaient des gardiens de la tradition. J'ai demandé, mais pourquoi c'est arrivé? Ils disent eux-mêmes, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est comme je l'ai dit. Nous avons été tout simplement dénaturés avec le pouvoir moderne, tantôt avec les religions dites révélées. Et quand ils sont venus, bon, ils ont pris les enfants, ils ont dit, ah, écoutez, ça là c'est la sorcellerie, ça là c'est quoi, et il n'y a plus de culture, il n'y a plus rien. Et ceux qui détenaient bien sûr tous ces valeurs ancestrales, à un certain moment, sont pratiquement morts. Mais il fallait avoir finalement de la relève. Il y en a eu effectivement, mais il y en a d'autres, comme vous le dites, ceux qui veulent aller aussi, et mais ils veulent continuer à aller en boîte, ça ne va pas finalement de pair. Est-ce que cela voudrait dire qu'aujourd'hui, il y a des pratiques traditionnelles qui ne relèvent pas forcément du rationnel, dont l'utilisation pourrait nous aider à sortir de cette situation d'insécurité? Moi, je vous dirais qu'il relève même du rationnel. Ah bon? C'est parce que beaucoup ne veulent pas y croire et ne croient pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que c'est notre culture. C'est nous-mêmes. C'est nos parents, c'est nos ancêtres. On ne peut pas dire que c'est rien du tout. Je vous prends par exemple la question, parce que quand j'étais par exemple dans les années 79, 80 par exemple là-bas, le portable qui est devant moi, vous le voyez, il est bien matériel. On pouvait vous envoyer cette bouteille d'eau, on vous envoie ça, et vous recevez ça à partir de Koudou ou de Fata. Mais si cela est possible, pourquoi aujourd'hui, vous l'avez même déploré, des chefs coutumiers fuient leur village justement à cause de l'insécurité? C'est comme je vous ai dit, le problème qui se pose, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres. Je ne peux pas accuser qui que ce soit, mais vous-même, si vous regardez, il y a beaucoup de paramètres. En son temps, même nous, en notre temps, où on sait qu'on n'est pas si vieux que ça, quand tu demandes à ton fils aujourd'hui, écoute, il faut faire ça et ça et ça, et tu dis, écoute, papa, non, nous, on n'est plus encore, ce n'est plus le vieux temps. Hein. Le vieux temps, c'était quoi? C'est ce que nous refusons en réalité. Sinon, il y en a qui veulent même transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Mais ils n'ont même plus ce temps aujourd'hui pour regarder et pour comprendre. Est-ce que vous-même, vous le faites? Vous savez, j'ai ma croix pendue très clairement où j'affiche que je suis un chrétien catholique. J'allais dire pratiquant. Mais je ne nie pas. Hein, parce que si vous niez même finalement toutes ces questions-là, ça veut dire que vous ne pouvez même pas croire. C'est parce qu'on ne doit pas nier qu'on sait que ça existe et qu'on a peur et qu'on va finalement là où c'est beaucoup plus simple. Parce que la plus simple, c'est quoi? Parce que vous savez, quand, avec le traditionnel, rien qu'avec le tempélum, je veux dire la terre, mais quand vous allez là-bas et puis pour des discussions, celui qui n'a pas raison
c'est que lui-même, il a peur parce qu'il sait que la terre va agir. Et il risque finalement d'avoir des pots cassés. Donc, il ne veut pas aller. J'ai l'impression que vous êtes de ceux qui disent que nos chefs d'État doivent prêter serment sur les traditions. Je suis totalement d'accord. Et je sais que s'ils le font, si tu veux refuser, finalement, tu sais que tu vas mal finir. Il vaut mieux partir. Quand vous prenez l'Afrique de manière globale, on a tué finalement des gens comme des Sankara. Sankara n'est pas quelqu'un qui est mauvais contre une religion ou pas. Mais il dit la vérité. C'est comme Galilée. Il a dit la terre tourne. On dit la terre ne tourne pas. On l'amène pour tuer. Il dit et pourtant. Pour qu'un jour après, du moins des années plus tard, on vient et on reconnaît effectivement que ça tourne. Donc, ce sont ces valeurs ancestrales et endogènes que nous devrons faire valoir. Quand vous prenez finalement les constitutions, il faut que nous puissions également aussi travailler avec beaucoup de choses qui se trouvent dans nos constitutions. Pourquoi vouloir chercher à aller dire que c'est pour l'autre là qui est mieux que pour nous? Le chef de l'État a échangé cette semaine avec les commissaires de police, question d'engager encore plus ce corps dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce que pour vous, il le fallait? C'est une très bonne chose qu'il ait pu effectivement le faire, parce que même, comme je le disais, dans une de mes lettres, à lui adressé, par exemple, voilà ce que j'ai écrit. J'ai dit la nécessité d'une union sincère, une cohésion interne au sein des forces armées nationales, par la mise sur pied d'un cadre de dialogue permanent, militaire de toutes les garnisons, gendarmerie nationale, police, eaux et forêts, police municipale, VDP, etc., etc. C'est donc dire que ce qu'il est en train de faire, c'est une très bonne chose. Je vous ai dit que le mensonge d'État à un certain moment donné, par les politiciens, nous ont également aussi ont contribué à amener finalement cette situation, j'allais dire en tout cas désespérante, mais qui pour moi va finir, parce que on n'est pas désespéré, on va pas être désespéré à vie, mais on va se battre finalement pour rester debout. Mais au regard des propos francs que le chef de l'État a utilisés pour s'adresser à ses commissaires de police, les échanges, selon certains, devraient être à huis clos. Est-ce que sur le plan communicationnel, il fallait procéder ainsi, quand par exemple il dit que celui qui n'est pas prêt à aller au front n'a qu'à retourner dans la vie civile? Mais est-ce que ce n'est pas une vérité aussi? Oui, c'est une vérité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'analystes qui pleuvent maintenant dans les différents plateaux. Moi aussi, je suis en train de raconter peut-être ma vie. D'autres ne seront pas d'accord. Mais moi, je pense qu'on n'a rien à se cacher aujourd'hui dans cette situation-là. Il vaut mieux se dire clairement les choses. Je suis d'accord avec lui parce que même les policiers, à un certain moment donné, disaient qu'ils n'avaient pas d'armes. Ils veulent combattre, mais ils n'avaient pas d'armes. On refusait de leur donner les armes pour dire qu'ils ne sont pas des militaires, alors qu'ils ont eu la même formation que les autres. Même s'ils n'ont pas eu totalement la même formation, mais formez-les, ajoutez, recyclez-les. Est-ce qu'ils ne sont pas mieux formés aujourd'hui que des VDP? Mais aujourd'hui, en un mois, on forme un VDP. Ceux-ci ont fait peut-être 1 an, 2 ans, intellectuellement, et puis également aussi le maniement des armes et les stratégies. Donc moi, je pense que, véritablement, pour qu'il y ait une bonne cohésion, il faut mettre, et aujourd'hui, le pays a besoin de tout le monde. Donc c'est important pour moi, le langage doit être clair, doit être franc. Autre actualité cette semaine, nous allons parler de diplomatie. Voilà, les 3 pays en transition de l'Afrique de l'Ouest sont en tout cas dans la dynamique de renforcer leur coopération, aussi bien au niveau des parlements et de l'exécutif. Et vous avez suivi cette actualité très rapidement. Quelle analyse vous en faites? Je pense que c'est une très bonne chose. D'abord, quand je prends finalement au temps de Sankara, c'est une référence pour moi parce que en 1966, j'étais au CE2 ou au CE1 pour pouvoir chercher en tout cas le président Nyamego. Donc j'ai vu passer. Mais en dehors de la Misana, et également aussi, surtout Thomas Sankara, il est allé partout, même sur sur le plan international. Il a levé la voix pour dire effectivement qu'il faut qu'il y ait une intégration. Il faut que les Africains
s'unissent et voient finalement, parlent le même langage. Il a essuyé finalement toutes les critiques fort possibles. Mais aujourd'hui, quand tu prends par exemple le Mali, qui en a déjà souffert pendant tout ce temps, jusqu'à maintenant, et qui sont restés encore debout. Et aujourd'hui, il y a le Burkina qui est venu, avec une vision presque le même que celui du Mali. Il y a également aussi la Guinée, qui est également aussi dans cette situation. Moi, je pense que, au lieu que nous retrouvons finalement comment dirais-je, à crier finalement sur la CEDEAO, qui est un CEDEAO finalement un syndicat des chefs d'État, mais pas un syndicat, j'allais dire en tout cas des peuples. Mais les peuples, à un certain moment donné, savent ce qu'ils veulent. Et le souverain, c'est le peuple. Et je pense que ce qu'ils ont pris comme voie aujourd'hui est fort intéressant à l'ensemble donc des populations donc, de ces trois pays. Et justement, vous faites bien de parler de la CEDEAO qui semble s'opposer à cette initiative de fédération. Et est-ce qu'il faut fermer les oreilles vis-à-vis de la CEDEAO et foncer dans cette fédération, ou bien comment est-ce que vous voyez la suite des événements? Non, moi je dirais tout simplement, il faut le laisser tout simplement dans ses équilibrations. Parce que le peuple est souverain. Le peuple du Burkina, le peuple du Mali, de la Guinée, ils sont dans des difficultés aujourd'hui. Que fait la CEDEAO pour les accompagner? C'est même chercher finalement à les étouffer. Voilà. Donc moi je pense que puisque les peuples sont souverains, leurs peuples vont se charger je ne sais pas qui l'a mis là-bas et puis il a le culot finalement en tout cas de dire qu'on n'est pas libre en tout cas et ils vont tout faire pour le noyer. Mais c'est justement ce que nous on ne veut pas. C'est ce que les peuples ne veulent pas. Parce que s'ils faisaient finalement ce que les peuples voulaient, ils n'allaient pas finalement, en tout cas, laisser les différents pays dans cette situation. On a vu autant, qu'est-ce qui a amené ça? C'est la Libye. Au moment où on tapait la Libye, quel est le président de la CEDEAO qui s'est levé et qui a dit non, il ne faut pas faire ça finalement, en dehors de ATT, si je me rappelle bien, qui a dit vous avez créé des problèmes, vous allez trouver les solutions pour les autres problèmes qui vont venir après. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose. Il faut que, ça me permet donc de dire que le fait d'être ensemble, il faut qu'il règle également aussi la question de Kidal au niveau donc du Mali. Parce que Kidal, si vous le regardez comme ça, parce que le Burkina demande à ce que les forces d'occupation quittent le pays, c'est déjà été fait pour le Mali. Et maintenant, puisque qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent insidieusement et ils font réveiller encore cette histoire donc de l'Azawad. C'est eux qui sont derrière. Il faut le dire honnêtement. Et si on ne l'étouffe pas et qu'on libère Kidal, qui doit être finalement partie intégrante du Mali, ça veut dire que c'est ils sont en train de vouloir nous faire comme en Ukraine. L'OTAN, les Européens et puis la Russie. Alors, il faut que tout de suite, on règle la question donc de Kidal. Mais en tant que chef coutumier, quels pourraient être les enjeux de cette fédération souhaitée sur le plan des us et coutumes? Non, je pense que vous voyez, les us et coutumes sont pratiquement presque les mêmes dans tous les pays. Au niveau des trois pays. Au niveau des trois pays. Nous partageons les mêmes valeurs traditionnelles. Nous partageons les mêmes valeurs traditionnelles. Et nous pensons que ce qu'ils sont en train de faire, ils vont avoir finalement en tout cas l'aval des différents chefs coutumiers et traditionnels pour leur permettre effectivement de... Parce que ce qu'ils ont énuméré là, qu'est-ce qui est nouveau? Il n'y a rien de nouveau. Et qu'est-ce qui n'est pas bien? Tout est bien. Et c'est ce que le chef traditionnel a besoin pour le bonheur de son pays. Très rapidement, vous avez certainement suivi la polémique sur la réinhumation des restes de Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. L'autorité a décidé que cela se fera au niveau du mémorial Thomas Sankara, mais la famille Sankara s'oppose. Quel est votre point de vue sur cette question? Je ne suis pas, traditionnellement, je ne peux pas m'aventurer. Mais ce que je sais un peu du peu, que j'en parle aux uns aux autres, si on l'avait enterré, de mon point de vue, puisque selon les coutumes, généralement, quand il y a mort par accidentel comme ça, c'est sur place qu'on enterre.
on ne l'a pas enterré sur place. On l'a amené, aller enterrer finalement comme un vulgaire type dans un cimetière à Darnouin. Et 30 ans après, on exhume, ce qui n'est souvent pas intéressant, parce qu'on aurait dû exhumer sur place. Si on vérifie, parce qu'on a dit que quand on a vu au moins, comment dirais-je, sa tenue qu'il portait, c'était effectivement la tenue de Thomas Sankara, il fallait refermer immédiatement, de mon point de vue, et puis le laisser tranquille là-bas. Et moi, je pense que Sankara, là où il est aujourd'hui, est-ce qu'il a véritablement besoin qu'on lui amène finalement, en tout cas au Conseil de l'Entente, surtout au Conseil de l'Entente où vous avez finalement, en tout cas, le Conseil de l'Entente, c'est pour 5 pays. Dans une dernière interview, la veuve de Thomas Sankara a dit que le choix de la famille a porté sur le monument des Martyrs. Ben oui, là aussi, pourquoi pas? C'est bien possible, mais comme je le dis, elle a probablement sa raison, hein? Ou bien la famille a probablement sa raison, parce que, vous savez, des lieux qui rappellent la mort violente, qui rappellent un certain nombre donc, de choses, il faut être assez fort pour pouvoir accepter ça. Mais, ces enfants, lorsqu'ils vont aller, parce que les enfants sont partis tout petits, ne sont pas encore revenus, ils ont besoin finalement qu'on puisse enterrer correctement, en tout cas leur papa, pour qu'ils viennent au chevet certainement de leur papa. Mais s'ils doivent le faire et puis la famille n'est pas là, est-ce que vous pensez que véritablement nous respectons nos us et coutumes? Est-ce que nous respectons finalement ce que, parce que quoi qu'on dise, Thomas Sankara est devenu mondial, mais n'empêche qu'il est venu de quelqu'un. On va terminer par un sujet concernant les médias. Le Conseil supérieur de la communication a décidé cette semaine de la mise en demeure de deux organes de presse, à savoir France 24 et Femina FM. Est-ce que pour vous, c'est le début de l'effort que le Premier ministre a demandé au Conseil supérieur de la communication par rapport à la régulation des médias? Non, moi je pense qu'il ne faut pas voir ça comme tel. C'est vrai que ce que le Premier ministre a dit, lui-même il était quelqu'un qui aimait écumer finalement en tout cas les plateaux et qui disait en tout cas ce qu'il veut. Et d'une manière globale, je dois dire que réellement la presse burkinabé est une presse en tout cas professionnelle. J'apprécie en tout cas les efforts de la presse nationale. Si c'est France 24, si c'est RFI, on n'a qu'à les interdire, même moi ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne suis pas d'accord avec eux. Leur ligne éditoriale, les mensonges qu'ils racontent de jour en jour, là, moi je ne suis pas d'accord. Moi je parle finalement, en tout cas de la presse nationale. Et là également, je pense que ça a été probablement une erreur de passage, parce que quand tu prends Féminin FM, ce sont des gens, ça fait plusieurs années quand même, qu'ils font l'émission. Mais bon, on peut effectivement, à un certain moment donné, ou tout passer, ou n'a pas été suffisamment alerte pour comprendre que dans des moments difficiles de lutte contre le terrorisme, il faut effectivement se permettre donc de laisser des trucs comme ça. Et pour moi j'estime que c'est ça aussi, j'allais dire en tout cas la régulation donc de la presse. Si ça ne va pas, et qu'on puisse effectivement vous appeler et puis vous mettre en demeure de manière à ce que vous continuez à faire quelque chose de très bien. Et je dis que la presse, de manière globale, vraiment c'est une bonne presse au niveau donc, du Burkina. Elle est assez responsable dans tout ce qu'elle fait. Bien sûr, il y a des machins, et ce n'est pas pour rien qu'il y a le gendarme de la presse qui essaie donc de recadrer et d'amener les uns et les autres finalement à cela. Mais pour ce qui concerne finalement en tout cas les médias, notamment France 24, d'abord moi je ne regarde pas. Donc, mais je ne peux pas dire parce que moi je ne regarde pas, les autres ne peuvent pas regarder. Mais il ne doit pas passer tout le temps, et également aussi à aller chercher toujours la bête noire, la bête noire, la bête noire, la bête noire, pour lequel d'autres même utilisent justement ces presses internationales-là pour vraiment nous emmerder. Très rapidement, et moi aussi les réseaux sociaux, vous qui les utilisez aussi. Oui, c'est vrai. Quelquefois, il m'arrive effectivement de donner mes différents points de vue sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une bonne chose, mais ce qui est important, c'est qu'il faut être modéré en termes donc de consommation
des réseaux sociaux parce qu'il y a du tout. Même moi-même qui souvent l'utilise, je l'utilise, mais il y a effectivement, en tout cas, beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on devrait également aussi prendre des mesures pour éviter en tout cas cette situation-là. Et là aussi, il faut peut-être de la régulation encore. Absolument. C'est-à-dire que le patron donc, de la régulation, pour moi, il faut y aller. Hein. Surtout au niveau du CIL, c'est ça, non? Oui, la CIL, voilà. la commission de l'informatique et des libertés. Voilà. En tout cas, lorsque ça ne va pas, il faut effectivement rappeler tout un chacun à l'ordre, parce que c'est pour le bien en tout cas du pays, surtout dans une situation en tout cas de crise profonde, particulièrement de guerre généralisée. Merci. Merci à vous, le Razak Naba Belemwende de Boudri. Et je rappelle qu'à l'état civil, vous appelez Thomas Bagamzare, ancien maire de la commune de Kindi, dans la province de Boulkemde, ancien président de l'association des anciens maires et élus locaux du Burkina Faso, ancien secrétaire général de l'association des municipalités du Burkina Faso, ancien conseiller au CES, et il y a beaucoup de choses à dire concernant votre personne. En tout cas, merci d'être passé sur la brèche. En tout cas, je vous remercie et bon vent et bon courage surtout à vous les communicateurs et les journalistes qui peinent à l'heure actuelle en tout cas pour nous faire comprendre et qui me permet également aussi de venir et de donner en tout cas nos différents points de vue. Merci. Merci pour tout. Merci pour ces encouragements. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour ce numéro de Sur la brèche et on se donne rendez-vous le dimanche prochain avec un autre invité. Merci de votre fidélité à la RTV. Le Parlement burkinabé à la 17e session de l'Union parlementaire